Bonsoir. Alors, quelques minutes, avant de démarrer, je veux vérifier quelque chose. Désolé pour cette coupure s'il y a eu lieu. J'ai fait une fausse manœuvre. Donc, je disais quelques instants, on va attendre un maximum. On est à 9 personnes, donc on va attendre que d'autres personnes se connectent au cas où. Hein. Profitez-en en attendant de bien vouloir partager, parce que je vous ai concocté quelque chose. J'ai essayé de faire de mon mieux, en tout cas. Là, ça m'embête. Alors, le temps pour moi de vérifier, bien sûr, plein de choses. Ne vous inquiétez pas. Là, on est qu'à 6. Partagez un maximum. Alors, il rame ce soir. Ok, bon, j'ai eu ma petite réponse en tout cas. Ok Laurent, écoute, je suis ravi en tout cas que la photo de notre groupe te plaise parce que en tout cas moi je l'avais trouvée sur Facebook et elle m'a beaucoup plu parce que effectivement le cœur, nous sommes parents avec les colombes, ouais ça m'avait bien plu. C'est pour ça que j'ai mis ceci dans le groupe. Coucou Lydia, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, en tout cas, à moins que tu viens et que je te vois pas. Alors là, je m'en excuse totalement parce que cette semaine, ça a été un peu le bouquet. Mais pour la bonne cause toujours. Alors ce soir, je vais vous remettre le début du protocole, pardon, 1967. Plus des articles de presse que j'étais chercher grâce à Clochette, que je salue fortement bien. Et entre deux, je vous ai mis un petit mémo de ma part. Je vous fais pas plus attendre. J'envoie la petite purée, comme on dit. Vous allez voir. Ah oui, alors vous entendrez pas ma voix pour les habitués, puisque, entre autres pour l'IAP, j'ai réussi à faire parler l'ordinateur au lieu de que ce soit moi qui parle, parce que comme il y a des mots en anglais et que j'ai pas fait d'anglais, ça fait désordre. Donc je vous demande d'être plus indulgent possible. Ouh, voilà. Allez, on en va. Le protocole de Toronto partie 1. Le 25 juillet 2012. Pour ceux qui croient que la démocratie existe, ils seront bien déçus par l'avenir que leur préparent les 666. Préambule, Serge Mahanès, journaliste d'enquête et membre de l'Agence internationale de presse libre internationale Free Press Agency, est mort le 5 décembre 1996 d'une crise cardiaque dans les bras de son épouse, russe. Victime d'armes psychotroniques, Serge Mahanès se disait traqué par les forces policières et militaires nord-américaines pour avoir trempé dans des dossiers interdits qu'il avait décidé de publier à son corps défendre. Pour Serge, l'histoire aurait mal tourné. Et si c'était vrai? Qui sommes-nous pour le juger? Il a perdu la vie dans cette aventure. Ça c'est indiscutable et c'est un fait. Mahanès a publié ses articles en 1991, il meurt en 1996. Nous vous présentons le premier article d'une série de 4. Cet article est le fruit d'une enquête d'investigation faite par Serge Mahanès lui-même et publié en 1991. On pourrait croire à de la fiction, mais nous sommes en 2012. Les faits de ces dernières années corroborant ses écrits.
2 de la fiction, dites-vous. Les gens qui connaissaient les ordinateurs à cette époque, 1991, se comptaient sur les doigts d'une main. Internet faisait ses premiers pas. Il n'était pas encore le temps des réseaux sociaux, ce n'est qu'en 1995 que le premier réseau social, Classmates.com, est né. Alors que tout ceci était à l'ordre du jour des 666, lors de la réunion de Toronto en 1967. Fiction, dites-vous. Voyons dans l'article qui suit ce qui s'est dit à cette réunion et comparons avec les événements au jour d'aujourd'hui. Et en toute conscience, faisons une synthèse et voyons la réalité en face. Publié par CAM, le protocole de Toronto 1, 666, fiction ou réalité. Qui peut dire? Quoi qu'il en soit, selon certaines informations obtenues en provenance de France, mais surtout à la révision des événements survenus depuis les 25 dernières années, il apparaît que le scénario décrit dans ce document nous permet de mieux comprendre ce qui, jusqu'à aujourd'hui, paraissait des plus incompréhensibles à plus d'un. Nous livrons en entier ce document avec, en plus, une analyse des nouvelles conditions économiques actuelles qui, en elles-mêmes, semblent plus que confirmer l'authenticité de ce dernier. Fin juin 1967, à Montréal, c'est l'Expo 67, à Ottawa, ce sont les derniers préparatifs du centenaire de la Confédération, aux États-Unis, c'est la contestation à la guerre du Vietnam. Et, à travers le pays, le Flower Power. Nous sommes près des événements de mai 1968 en France, de l'explosion du nationalisme au Québec, du festival Woodstock aux États-Unis. Mais en même temps, cette fin juin de 1967 marque les derniers préparatifs de la mise au point du plan de la chute des nations par les hautes instances de la franc-maçonnerie anglo-saxonne à Toronto, Canada. 3. Cette réunion secrète, hautement confidentielle, est organisée par les 666, c'est ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui dirigent les 6 plus grandes banques mondiales, les 6 plus grands consortiums énergétiques de la planète, dont le pétrole fait partie, et les 6 plus grands consortiums de l'agroalimentaire, dont fait partie le contrôle des principales routes alimentaires du monde. Ces 666, étant les plus hauts responsables de la finance internationale, vont définir, à l'intérieur de leur réunion, une stratégie commune en vue de la mainmise absolue sur le commerce mondial, sur la possession de l'arme énergétique, porte ouverte sur le XXIe siècle, et sur le contrôle international de l'agroalimentaire, lequel comprend aussi, pour eux, les consortiums pharmaceutiques comprenant, à leur tour, le marché mondial des vitamines et des vaccins. Leur plan se résume à 3 orientations majeures, l'économique, le politique et le social pour les années entre 70 et 80. S'il réussit, il doit irrémédiablement déboucher sur la prise du pouvoir mondial. Par la mise en place du nouvel ordre mondial, le même dont le président américain George Bush fera tant la promotion au début des années 90. Titre du document des 666, Panem et Circense, du pain et des jeux du cirque, but du projet mondialiste, le génocide du vital au profit du rentable occulte. Moyen de financement du projet, entre autres, se servir de l'aide humanitaire, de l'aide alimentaire internationale, afin de financer les multinationales des 666, le document, toutes les périodes historiques ayant mené à la décadence des civilisations étaient toutes marquées, sans exception, par l'esprit d'errance des hommes. 4. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que cet esprit se traduise par une société mondiale du loisir sous toutes ses formes. Ce loisir doit se composer du sexe, des drogues, du sport, des voyages, l'exotisme et des loisirs en général, mais accessible à toutes les couches de la société. L'homme doit arriver à croire qu'il est moderne et que sa modernité est composée de sa capacité et de sa possibilité de pouvoir jouir largement et maintenant de tout ce qui l'entoure. Pour parvenir à cet objectif, il est impératif de pouvoir infiltrer les médias, radio, télévision, journaux, les milieux de la mode et la culture, les milieux de la nouvelle musique, par lesquels nous influencerons, à coup sûr, toutes les couches des sociétés occidentales.
Ainsi, en tenant sous la coupe des sens la jeunesse, les adultes de demain, nous aurons par conséquent la voie libre pour infiltrer et transformer en profondeur, sans être inquiétés, le politique, le système légal et l'éducation, ce qui nous permettra de modifier en profondeur le cours, l'orientation future des sociétés visées par notre plan. Les populations, nous le savons, n'ont pas de mémoire historique. Ils répètent inlassablement les erreurs du passé sans se rendre compte que ces mêmes erreurs avaient conduit leurs pères, avant eux, aux mêmes déchéances qu'ils vivront en pire avant la fin de ce siècle. Voyez, par exemple, ce que leurs grands-pères ont vécu au début de ce siècle grâce au travail acharné de nos prédécesseurs. Après avoir connu, sans limite, la libération des mœurs, l'abolition de la morale, en d'autres mots, l'errance de l'esprit, ils expérimentèrent la crise économique, puis la guerre. Aujourd'hui, leurs petits-enfants et leurs enfants se dirigent droit vers un aboutissement semblable, pire encore car cette fois-ci, il nous permettra enfin de mettre sur pied notre nouvel ordre mondial sans qu'aucun d'entre eux ne soit à même de s'en rendre compte, trop préoccupés qu'ils seront tous à satisfaire exagérément leurs besoins sensuels les plus primaires. Une norme générale plus qu'importante, et qui a déjà fait ses preuves au début de ce présent siècle dans la construction et la mise en place du système communiste par les regrettés aux officiers de nos loges, est la rentabilité de l'exception. En principe, nous le savons, l'exception prouve la règle générale qui lui est contraire. Mais dans notre vocabulaire, l'exception c'est ce qui doit être imposé à tous. 5. Nous devons faire en sorte de faire des exceptions dans différentes sphères de la société, comme devant être de nouvelles règles générales applicables à tous, un objectif premier de toutes les futures contestations sociales menées par la jeunesse des nations. Ainsi l'exception deviendra le détonateur par lequel toute la société historique s'effondrera sur elle-même dans un essoufflement et une confusion sans précédent. Les fondements de la société occidentale, dans leur essence, proviennent en droite ligne de l'héritage judéo-chrétien. C'est précisément ce même héritage qui fit de la famille, le nœud, la pierre angulaire de tout l'édifice social actuel. Nos prédécesseurs qui avaient financé les écrivains révolutionnaires de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle avaient compris l'importance de fractionner, puis de faire éclater ce noyau vital s'ils voulaient, en Russie, parvenir à mettre en place le nouveau système communiste d'alors. Et c'est précisément ce qu'ils firent en faisant minutieusement produire par les philosophes et les écrivains non conformistes de l'époque, un manifeste à la gloire de l'État-Dieu, celui-ci ayant la primauté absolue sur l'individu, sur la famille. Pour aboutir avec certitude à la construction d'un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial communautaire où tous les individus, sans exception, seront soumis à l'État mondial de l'ordre nouveau, nous devons, en premier lieu, faire disparaître la famille, ce qui entraînera, du même coup, la disparition des enseignements religieux ancestraux, et en deuxième lieu, niveler tous les individus en faisant disparaître les classes sociales, en particulier, les classes moyennes. Mais nous devons procéder de manière à ce que tous ces changements apparaissent comme étant issus de la volonté populaire, qu'il est l'apparence de la démocratie. En se servant de cas isolés, mais en les amplifiant à l'extrême avec l'aide de contestations étudiantes noyautées par nous, de journalistes favorables à notre cause et de politiciens achetés, nous parviendrons à faire mettre en place de nouveaux organismes ayant toutes les éternités, tel un bureau de la protection de l'enfance protégé par une charte des droits et libertés. 6. Pour la réussite de notre plan mondial, le plan rouge, il nous faut faire implanter dans toutes les sociétés occidentales des années 70, des bureaux pour la protection de l'enfance dont les fonctionnaires, de jeunes intellectuels sans expérience, fraîchement sortis d'université où sont mis en évidence nos principes mondialistes, feront respecter à la lettre, sans discernement, la charte des droits de l'enfant. Qui osera s'opposer à cela sans en même temps être identifié aux barbaries du Moyen-Âge? Cette charte laborieusement mise au point dans nos loges, enfin de réduire à néant toute autorité parentale en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns aux autres pour la protection de leurs intérêts personnels. Elle encouragera les enfants à dénoncer des parents trop autoritaires parce que trop traditionnels, trop religieux.
Elle contribuera ainsi à soumettre les parents à une psychose collective de la peur, ce qui provoquera inéluctablement, d'une manière générale dans la société, un relâchement de l'autorité parentale. Ainsi nous aurons réussi, dans un premier temps, à produire une société semblable à celle de la Russie des années 50 où les enfants dénonçaient à l'État leurs parents, et cela sans que personne ne s'en aperçoive. En transférant ainsi à l'État le rôle parental, il nous sera plus facile, par la suite, de nous accaparer, une par une, de toutes les responsabilités qui avaient été, jusqu'à date, du ressort exclusif des parents. C'est ainsi que nous pourrons faire considérer partout comme étant un abus contre l'enfant, l'enseignement religieux traditionnel d'origine judéo-chrétienne. Dans un même temps, mais à un autre niveau, nous ferons inscrire dans les plus hautes lois des nations, que toutes les religions, les cultes et les pratiques religieuses de tout genre, y compris la sorcellerie et la magie doivent toutes être respectées au même titre les unes que les autres. Ce sera par la suite d'une aisance déconcertante que de transférer ce rôle de l'État par rapport à l'enfant aux plus hautes instances internationales, telles les Nations Unies. Comprenons bien ceci, notre but n'est pas de protéger les enfants ou qui que ce soit d'autre, mais bien de provoquer l'éclatement, puis la chute des nations qui sont un obstacle majeur à la mise en place de notre nouvel ordre mondial. C'est la raison pour laquelle les bureaux de protection de l'enfance doivent être investis d'une autorité légale absolue. 7. Ils doivent être en mesure, comme bon leur semblera, mais toujours sous le prétexte de la protection de l'enfant, de pouvoir retirer ces derniers de leurs milieux familiaux originels, et les placer dans des milieux familiaux étrangers ou des centres gouvernementaux déjà acquis à nos principes mondialistes et religieux. Par conséquent, sera ainsi achevée la brisure définitive de la cellule familiale occidentale. Car sans la protection et la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront ainsi être définitivement handicapés dans leur développement psychologique et moral, et représenter, par voie de conséquences naturelles, des proies facilement adaptables à nos visées mondialistes. Pour la réussite assurée d'une telle entreprise, il est primordial que les fonctionnaires travaillant dans ces bureaux au service de l'État soient jeunes, sans expérience passée, imbus de théories que nous savons vides et sans efficacité, et surtout, soient obsédés par l'esprit missionnaire de grands protecteurs de l'enfance menacée. Car pour eux, tous les parents doivent représenter des criminels en puissance, des dangers potentiels au bien-être de l'enfant ici considéré comme étant un dieu. Un bureau de la protection de l'enfance et une charte des droits de l'enfant n'ont aucune raison d'être sans enfants menacés. De plus, les exceptions et les exemples historiques utilisés pour leur mise en place finiraient, tôt ou tard, par disparaître s'ils n'étaient pas constamment alimentés par de nouveaux cas se produisant sur une base continue. En ce sens, nous devons infiltrer le système d'éducation des nations pour y faire disparaître, sous le couvercle de la modernité et de l'évolution, l'enseignement de la religion, de l'histoire, de la bienséance tout en diluant, en même temps, sous une avalanche d'expérimentations nouvelles dans le milieu de l'éducation, celui de la langue et des mathématiques. De cette manière, en enlevant aux jeunes générations toute base et toute frontière morale, toute connaissance du passé, donc toute fierté nationale, donc tout respect d'autrui, tout pouvoir par la connaissance du langage et des sciences, donc sur la réalité, nous contribuerons à fabriquer une jeunesse largement disposée à toutes les formes de délinquance. Dans ce nouvel univers morcelé par la peur des parents et leur abandon de toute responsabilité face à leurs enfants, nous aurons la voie libre pour former, à notre manière et selon nos objectifs premiers, une jeunesse où l'arrogance, le mépris, l'humiliation d'autrui seront considérés comme étant les nouvelles bases de l'affirmation de soi et de la liberté. 8. Mais nous savons, à même l'expérience du passé, qu'une jeunesse semblable est d'ores et déjà condamnée à son autodestruction car celle-ci est foncièrement individualiste, donc anarchiste par définition. En ce sens, elle ne peut aucunement représenter une base solide pour la continuité de quelque société que ce soit, et encore moins une valeur sûre pour la prise en charge de ses vieillards. Dans la même foulée, il est aussi impératif de faire créer une charte des droits et libertés individuelles et des bureaux de protection du citoyen en faisant miroiter aux masses que ces innovations font partie intégrante de la modernité des sociétés nouvelles du XXe siècle.
De la même manière, et en même temps, mais à un autre niveau, faire voter de nouvelles lois pour le respect et la liberté individuelle. Comme dans le cas de la famille, mais sur le plan de la société, ces lois entreront en conflit avec les droits de la collectivité, menant ainsi les sociétés visées, droit à leur autodestruction. Car ici, l'inversion est totale, ce n'est plus la société, le droit de la majorité, qui doit être protégé contre des individus pouvant la menacer, mais bien plutôt, le droit de l'individu, qui se doit d'être protégé contre les menaces possibles de la majorité. Voilà le but que nous nous sommes fixés. Pour achever l'éclatement de la famille, du système d'éducation, donc de la société en général, il est primordial d'encourager la liberté sexuelle à tous les échelons de la société occidentale. Il faut réduire l'individu, donc les masses, à l'obsession de satisfaire leurs instincts primaires par tous les moyens possibles. Nous savons que cette étape représente le point culminant par lequel toute société finira par s'effondrer sur elle-même. N'en a-t-il pas été ainsi de l'Empire romain à son apogée, et de toute civilisation semblable à travers l'histoire? Par des hommes de science et des laboratoires financés par nos loges, nous avons réussi à faire mettre au point un procédé chimique qui révolutionnera toutes les sociétés occidentales, et reléguera aux oubliettes pour toujours, les principes moraux et religieux judéo-chrétiens. Ce procédé, sous forme de pilule, ouvrira la voie toute grande à la liberté sexuelle sans conséquence, et poussera les femmes des nations à vouloir briser avec ce qui sera alors perçu comme étant le joug du passé, l'esclavage des femmes soumises à l'homme et à la famille traditionnelle judéo-chrétienne. 9. Jadis centre et pivot de la cellule familiale, la femme moderne, maintenant en tant qu'individu indépendant, voudra briser avec son rôle traditionnel, se détacher de la famille, et mener sa vie selon ses propres aspirations personnelles. Rien de plus naturel, nous le savons, mais là où nous interviendrons fortement, ce sera d'infiltrer tous les nouveaux mouvements de contestation féminins en poussant leur logique jusqu'à ses extrêmes limites de conséquence. Et ces limites se trouvent déjà inscrites dans l'éclatement définitif de la famille traditionnelle et de la société judéo-chrétienne. Cette libération sexuelle sera le moyen ultime par lequel il nous sera possible de faire disparaître de la conscience populaire toute référence au bien et au mal. L'effondrement de cette barrière religieuse et morale nous permettra d'achever le processus de la fausse libération de l'homme de son passé, mais qui, en réalité, est une forme d'esclavage qui sera profitable à nos plans mondialistes. Cette porte ouverte pour l'encouragement à la liberté sexuelle, au divorce, à l'avortement sur demande, à la reconnaissance légale des diverses formes d'homosexualité, nous aidera à modifier en profondeur les bases historiques du droit légal des sociétés. Elle sera un atout majeur pour pousser l'ensemble des individus à un relâchement général des mœurs, pour diviser les individus les uns par rapport aux autres, selon leurs instincts et leurs intérêts propres. Pour détruire l'avenir de la jeunesse en la poussant aux expériences néfastes de la sexualité hâtive et de l'avortement, et pour briser moralement les générations futures en les poussant à l'alcoolisme, aux drogues diverses, dont nos officiers supérieurs des loges internationales se chargeront d'en prendre le contrôle au niveau mondial, et au suicide, celui-ci considéré par une jeunesse désabusée et abandonnée à elle-même, comme étant une fin chevaleresque. Décevons la jeunesse des nations en lui montant ses parents comme étant irresponsables, irréligieux, immoraux, ne cherchant, en définitive, que le plaisir, l'évasion et la satisfaction effrénée de leurs instincts au prix du mensonge, de l'hypocrisie et de la trahison. Faisons du divorce et de l'avortement une nouvelle coutume sociale acceptée partout. Poussons-la ainsi à la criminalité sous toutes ses formes, et à se réfugier en groupes distincts, hors d'atteinte du milieu familial qu'elle percevra, inévitablement, comme étant une menace pour sa propre survie. Fin. Voilà ce qui concerne les placements abusifs d'enfants du protocole 1967. Alors après, je vous ai quand même préparé un petit mémo, d'accord? Et j'ai repêché quelques articles fortement intéressants. Un mémo par moi-même car pour eux, tous les parents doivent représenter des criminels en puissance, des dangers potentiels.
C'est pour ça que nous voyons des publications de plus en plus sur les réseaux sociaux comme Facebook. Pour faire croire que nous sommes des complotistes, pourtant nous dénonçons que la vérité. Regardez pièce à conviction du mois de janvier 2019. Viol dans les foyers, violence, prostitution et à leur majorité SDF puisqu'ils ne rapportent plus à l'ASE. Sans que la justice ne bouge malgré les dépôts de plainte pour viol, pas examen gynécologie. Suite à leur calomnie, des enfants comme des parents se suicident sans que la justice bouge pour les condamner. Comment se fait-il que l'ASE se mette au-dessus des juges et de nos lois ainsi que certains magistrats? Pour nous discréditer, ils ont envoyé dans les ronds-points du mouvement des Gilets jaunes des éducateurs et des familles d'accueil, mais aussi des fils de la franc-maçonnique. Et oui, les bourreaux d'enfants langue de vipère, nous vous dénonçons car c'est notre devoir de lutter contre le mal. Nous parents, nous devons nous soutenir sans relâche, nous ne pouvons pas nous contenter des miettes, car nos enfants doivent rentrer chez nous les parents. ASE, nos enfants ne sont pas vos jouets, ASE, nos enfants ne sont pas une carte bancaire, pas de justice, pas de paix. Fin. Quelques articles pris dans les journaux écrits. Info donnée par Europe. Un petite enfance, le gouvernement prépare une offre 1000 jours pour accompagner les parents. Il s'agira de proposer aux parents un parcours d'accompagnement dès le 4e mois de grossesse et jusqu'au 2e anniversaire de l'enfant. Le gouvernement veut lancer en 2020 une offre 1000 jours pour accompagner les parents et leurs bébés durant les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, dès le 4e mois de grossesse, a indiqué jeudi le secrétaire d'État à la protection de l'enfance Adrien Taquet. Surinvestir cette période où beaucoup se joue afin de lutter contre les inégalités de destin, nous voulons surinvestir cette période où beaucoup se joue, a déclaré Adrien Taquet devant quelques journalistes, dont l'AFP. Ce sujet est l'un des chevaux de bataille d'Emmanuel Macron, qui s'est intéressé en particulier à la lutte contre le déficit de vocabulaire qui se manifeste dès le plus jeune âge chez les enfants de milieux défavorisés. Le chef de l'État s'inspire notamment des conseils du pédopsychiatre Boris Cyrulnik. Il s'agira, selon Adrien Taquet, de proposer aux parents un parcours d'accompagnement dès le 4e mois de grossesse et jusqu'au 2e anniversaire de l'enfant environ, avec des services et conseils dans plusieurs domaines tels que la nutrition, la prévention contre les perturbateurs endocriniens, l'exposition aux écrans des enfants, l'impact de l'arrivée de l'enfant sur le couple, la naissance d'un bébé prématuré ou en situation de handicap, la place du père. Il pourrait leur être proposé un ensemble de services qui recenseraient via une application Internet des initiatives éducatives ou dans le domaine de la santé au niveau national et local. Une enveloppe financière supplémentaire pour les moins de 3 ans, le secrétaire d'État souhaite en outre réexaminer les modes de garde disponibles ou encore revoir le fonctionnement des centres de protection maternelle et infantile, PMI, en difficulté dans certains départements. Au mois de juin, Adrien Taquet avait annoncé qu'une enveloppe financière supplémentaire serait votée dans le budget 2020 de la Sécu, présenté dans les prochaines semaines, pour soutenir ces structures et augmenter les bilans de santé des enfants et les visites à domicile. Pour élaborer le parcours 1000 jours durant les prochains mois, il souhaite s'appuyer sur des avis scientifiques ainsi que sur la consultation de 1000 parents. Adrien Taquet souhaite associer à cette démarche les acteurs publics et privés et s'inspirer d'expériences étrangères. Il cite ainsi l'exemple de la Finlande qui organise pour les nouveaux parents une quinzaine de rendez-vous, y compris des visites à domicile pour détecter les problèmes familiaux. De la part du Figaro, l'État veut intervenir sur les 1000 premiers jours de l'enfant pour lutter contre les inégalités de destin. Il souhaite accompagner les parents et leurs bébés. 1000 jours pour tenter de réduire les inégalités de naissance. Le président Emmanuel Macron et le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, présenteront ce jeudi à l'Élysée une commission scientifique, présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, chargée d'élaborer un plan consacré aux 1000 premiers jours des enfants. Afin de lutter contre les inégalités de destin, nous voulons surinvestir cette période où beaucoup se joue, avait annoncé la semaine dernière Adrien Taquet. Cette offre 1000 jours sera destinée à accompagner les parents et leurs bébés depuis le 4e mois de grossesse jusqu'à l'âge d'environ 2 ans et demi. Lire aussi,
Petite enfance, les mères gardant un rôle traditionnel. Ce sujet est l'un des chevaux de bataille d'Emmanuel Macron, qui s'est intéressé en particulier à la lutte contre le déficit de vocabulaire, qui se manifeste dès le plus jeune âge chez les enfants de milieux défavorisés. Le président a Voilà. Désolé, j'ai oublié de passer le président A, bon, ça peut arriver. Hein. Une enveloppe de plus pour la PMI. Or, on le sait tous qu'il faudrait abolir ces têtes de nœuds, je ne vais pas dire autre mot. Pourquoi ces têtes de nœuds? Parce qu'effectivement, ils font aussi des faux rapports. Ça vous démontre que tout est orchestré depuis bien longtemps par rapport au placement de nos enfants, par rapport à la destruction parentaux, par rapport à la destruction familiaux. Voilà. N'hésitez pas à faire partager. Et pour finir, je vais quand même mettre une petite chanson contre la ZE, hein, forcément. Alors, je ne sais pas laquelle choisir. Hop là. Allez, je vais mettre celle-là. Tiens, ça correspond bien avec ce qu'on vient d'entendre. À la demande de Michel, nouvelle dédicace pour la ZE. Et vous chantez avec moi, sinon je m'énerve. Ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve? Je descends voir mon courrier, si les factures sont arrivées. Il y a une convoque de la ZE, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. L'éducatrice me fait la leçon, je suis un parent, je suis un con. Elle sait tout, gérer mieux que moi, mais des enfants, elle en a pas. Tous ces faux sauveurs inquiets seulement pendant qu'ils bossent. Ils vont t'aider à t'en sortir en te privant de voir tes gosses. Tout leur discours moisi dopé à l'hypocrisie. Leur sourire diabolique annonce la fin de ta famille. Bâtard! Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. À la visite médiatisée, tu te dis ça va bien se passer. Ils vont un truc à te reprocher et les visites sont supprimées. Ça m'énerve. Je tente une défense, j'ose demander une audience. La juge me dit « On t'a traité ?» Ta gueule, ça devrait pas tarder. Elle m'énerve. Mon Dieu, que m'énerve. Ils font tout pour que tu te mettes en colère. Te feront passer pour une mauvaise mère. Tu passes du paradis à la misère. Sur de fausses accusations, ah, c'est la guerre. Tous ces faux sauveurs inquiets seulement pendant qu'ils bossent. Ils vont t'aider à t'en sortir en te privant de voir tes gosses. Toutes les fausses mimiques qu'ils se collent sur le visage. De gros enfoirés avec des têtes d'enfants sages. Ça m'énerve tous ces gens qui croient encore en ces pourris. Ils nous détruisent la vie. Et puis, celle de tes enfants aussi. Tous ces faux sauveurs inquiets seulement pendant qu'ils bossent. Ils vont t'aider à t'en sortir, mais en privant de voir tes gosses.
bouteille volée à Françoise Dolto. Mais t'es éducateur, t'as pas une licence de psycho. Ça m'énerve. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à laisser vos commentaires, tout ce qui s'ensuit. Hein. Partagez-les un maximum, en tout cas, parce que la vérité, il faut qu'elle éclate au grand jour. On ne peut plus les laisser faire. Bisous à tous et bonne fin de soirée. À très bientôt. Et bon week-end.